Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Rappelez-moi comment il s'appelle. Thanos. Ah, enfin tranquille. C'est fatigant d'exterminer des populations. Elle est où cette télécommande? Ouais. C'est l'heure de mon show préféré, Hollywood Buster. Bonjour et bienvenue à tous pour notre émission Hollywood Busters. Nous avons comme d'habitude avec nous nos deux spécialistes préférés, le docteur Von Herbert, titulaire de 4 doctorats en théorie quantique des champs, ainsi que le docteur Pijami, physicien, mais surtout animateur en centre aéré. Le principe de l'émission est simple. Nous allons visionner 3 extraits issus de films. Dans chaque extrait, nous allons voir des situations physiques. Et donc, à l'aide de nos spécialistes, ainsi que de vous, cher public, nous allons déterminer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, cela implique une participation de vous, ce sera par des votes à main levée. Très bien, commençons donc sans plus attendre avec le premier extrait, issu de Batman The Dark Knight. Alors, comme vous avez pu le voir, dans cet extrait, Batman a tendu un fusil à main nue. Et on sait bien que Batman est peut-être très fort, mais même en admettant sa force surhumaine, est-ce que vous pensez que cette scène est physiquement cohérente? C'est donc maintenant à vous, cher public, de voter. Si vous pensez qu'effectivement, oui, cette scène est physiquement cohérente, levez la main. Merci. Si vous pensez qu'en revanche, non, cette scène n'est physiquement pas cohérente, levez la main. Merci. Donc globalement, le public penche pour dire que cette scène n'est physiquement pas cohérente. Et qu'en disent les spécialistes? Docteur Von Herbert, nous vous écoutons. Eh bien, le fait est que la force qu'applique Batman d'un côté du fusil induit, par le biais de la main gauche du bandit qui sert de pivot, une force opposée située à l'autre extrémité de l'arme. On remarque d'ailleurs que, le pivot étant à peu près au milieu de l'arme, les forces auront une norme à peu près égale. De plus, il faudrait plus de 10 000 newtons pour tordre un tel objet, c'est-à-dire une masse équivalente d'1 tonne. Le bandit subit donc une force d'1 tonne vers le haut. Il paraît donc improbable qu'il reste stoïque face à Batman qui tord son arme. Il devrait être projeté en l'air. Et oui, bien sûr, c'est le principe du levier. Regardez, tenez cette barre. Si j'applique une force vers le bas à une extrémité, vous subirez une force vers le haut. Il est donc très difficile pour vous de maintenir la barre droite. Même si je n'ai pas la force de Batman. Ouais, on peut voir les calculs, hein. Oh, les calculs. Merci messieurs. Effectivement, vos deux explications sont correctes. Cette scène est donc physiquement impossible. Très bien, donc félicitations à ceux qui avaient deviné. Passons donc au second extrait. Celui-ci issu de Indiana Jones et le Temple maudit. Dans cet extrait, on peut voir Indiana Jones ainsi que 2 de ses amis sauter d'un avion à 400 mètres d'altitude en utilisant un bateau gonflable pour ralentir leur chute. Et comme vous pouvez le voir ici, ils s'en sortent indemnes. Alors, est-il possible de réellement survivre à une telle chute? Qu'est-ce que vous en pensez, le public? Si vous pensez que oui, il est possible de s'en sortir indemne, levez la main. Merci. Si vous pensez que non, il est impossible de s'en sortir indemne, levez la main. Très bien, donc le public, une fois de plus, est sceptique et pense qu'il est impossible de survivre à une telle chute. Voyons ce que disent nos spécialistes. Faisons une expérience. Regardez, je prends ce petit bonhomme. Si je le lâche tel quel en chute libre, il va chuter comme une pierre. Cependant, si je prends cette feuille de papier, qu'on peut assimiler au bateau gonflable de l'extrait, grâce à sa grande surface, les frottements de l'air vont ralentir la chute. Les personnages peuvent donc s'en sortir sans trop de dégâts. Faux! Enfin, oui, il y a des frottements. Et oui, ça ralentit la chute. Mais j'ai résolu l'équation différentielle et avec une masse totale de 200 kg, je rappelle qu'ils sont 3, et même en considérant que le bateau est totalement déployé dès le début de la chute, ils arrivent quand même au sol avec une vitesse supérieure à 90 km/h. À cette vitesse, il est impossible de s'en sortir indemne. Ah, mais vous chipotez, monsieur. L'important, c'est le principe.
Les frottements de l'air ralentissent la chute. Mais pas Voilà. quand ça change radicalement le résultat, on peut pas leur faire croire l'impossible. Mais personne ne retiendra les chiffres. L'important, c'est la démonstration. Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Alors, effectivement, en atterrissant à plus de 90 km/h, même en considérant l'amortissement du bateau, c'est impossible de s'en sortir sans dégâts, du moins. Cette scène est donc impossible. Félicitations à ceux qui avaient deviné. Passons donc au dernier extrait de la soirée. Celui-ci issu de 2001, l'Odyssée de l'espace. Regardez comment dans cette station tournante en orbite autour de la Terre, de 140 mètres de diamètre, les gens se déplacent. Ça va être visible très bientôt. Voilà, ils se déplacent comme sur Terre. Or, habituellement, on a l'image que lorsque les astronautes sont en orbite, ils se déplacent en apesanteur. Or, ce n'est pas le cas ici. Alors, que penser de cette pesanteur dans l'espace? Est-ce que vous pensez qu'elle est plausible? Si vous pensez que oui, levez la main. Merci. Si vous pensez que non, levez la main. Merci. Donc, globalement, le public penche pour dire que oui. Que disent nos spécialistes? Eh bien, c'est la force centrifuge. Comme le vaisseau tourne, les personnages sont plaqués au sol de la station. Ils pourraient donc marcher. Regardez, je prends ce seau, je mets ces 2 balles à l'intérieur. Si je tourne suffisamment vite, les balles restent collées. Tandis que dès que j'arrête, les balles tombent. Déjà, c'est pas une force, mais un effet d'inertie. Bon, qui est somme toute correct dans le film. Mais, si on calcule attentivement l'accélération radiale, bon, qui est proportionnelle au rayon ainsi qu'au carré de la pulsation de rotation, qu'on peut mesurer avec ce film, eh bien, on trouve 0,2 G. C'est l'accélération de la Lune. C'est impossible qu'il se déplace aussi aisément dans le vaisseau. Alors, effectivement, le principe physique exposé ici est cohérent, dans la mesure où la force centrifuge existe. Mais, comme les calculs le montrent, il faudrait un rayon bien plus grand et ou une vitesse de rotation bien plus élevée pour que la pesanteur soit comme sur Terre. Cette situation est donc plausible, mais incohérente ici. Mais arrêtez avec vos calculs, vous faites que perdre le public. Mais on peut pas se cantonner au principe. La physique, c'est quantitatif avant tout. Et écoutez-moi ce docteur Von Jean-Pierre avec ses 4 doctorats. C'est pas Calmez-vous, possible d'entendre messieurs. des choses pareilles. Mais Vous vous- croyez à rien. Enfin, mais- Vous êtes un imposteur. Vous les mortels! Toujours à vous faire la guerre sans raison, manipuler des choses qui vous dépassent. Je vais donc me mettre en quête des 4 pierres de physique pour les manipuler mieux que vous et vous détruire. Vous ne méritez que la mort! Je vais donc me mettre en quête des 4 pierres de physique et réunir la pierre de dualité, la pierre de couleur, la pierre de matière et la pierre de l'effet Doppler. Quand ils seront tous réunis, je serai invincible et je pourrai comprendre l'univers et donc le détruire. Je vais tout de suite aller en quête de la pierre de l'effet Doppler. Mon nom est Iron Man. Je possède le pouvoir de la pierre effet Doppler. Couplée au radar de mon armure, cette pierre me permet de repérer tous mes ennemis instantanément et me confère l'invincibilité. Je me souviens de la première fois où j'ai eu besoin des radars. C'était la Seconde Guerre mondiale. Monsieur l'Arrigrave. Ah bon. La section de renseignement vient de m'informer qu'un nouveau programme de lancement de missiles ennemis est opérationnel. Veuillez pointer les radars sur cette position. Colonel, nous avons un problème. Une masse gigantesque se dirige droit sur nous. Je crois que nous sommes en grand danger. Évacuons. Ah mais quel chef-d'œuvre! Ce
film sur les radars et la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, c'est dommage que le festival de Cannes soit déjà fini. Je me demande s'il aurait plutôt mérité le prix d'interprétation ou du meilleur scénario. Mais enfin, là je m'égare. On va reprendre l'histoire du début. L'histoire des radars démarre avant la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément en 1880, au moment où Hertz découvre les ondes électromagnétiques dans l'air et crée la première liaison électromagnétique émetteur-récepteur. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on a été en mesure de fabriquer ces ondes électromagnétiques grâce à des magnétrons, puis de créer des appareils capables de détecter tout ce qui pouvait nous tomber dessus venant de l'ennemi, c'est-à-dire des radars. Depuis leur naissance, leur principe de fonctionnement n'a pas beaucoup évolué. Il faut juste préciser qu'au lieu d'utiliser des longs paquets d'ondes, aujourd'hui, dans nos radars, on utilise des petits paquets d'ondes qu'on appelle des pulses. Et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Alors les radars, c'est simple. On envoie un pulse, il revient, nous le détectons. Hé, oh. T'as pas l'impression que tu vas un petit peu vite en besogne, là, quand même? Non, c'est clair et net. Très bien, alors si ça doit se passer comme ça, ainsi soit-il. Bonjour, je suis un émetteur-récepteur, et je suis indispensable pour faire un radar. Oh, fais pas le malin trop vite, parce que figure-toi que si je ne suis pas dans ta ligne de mire, ton joli récepteur, il sert à rien. Bon, c'est fini les susceptibles. On va pouvoir y aller parce qu'il y a des gens qui attendent des explications quand même là. Bon, comme le disait notre cher ami gendarme, c'est vrai que pour faire un radar, c'est pas compliqué. Il faut prendre un générateur de pulse, lui faire envoyer un pulse sur un objet, alors bien souvent il est métallique, donc on va imaginer une carrosserie de voiture, et ensuite on va détecter l'onde réfléchie. Et on aura un radar. Pour cela, on va avoir besoin du premier rang. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Debout. Un pas en avant. Demi-tour droite. Prenez-vous la main. Donc le principe, c'est qu'on envoie un pulse. Monsieur l'émetteur, cela se réfléchit sur la carrosserie et cela revient. Et le pulse est détecté. Nous avons donc détecté un objet, la carrosserie. Messieurs, dames, nous vous remercions. À présent, puisque nous avons chronométré le temps que met le pulse à faire l'aller-retour entre le radar et l'objet, C'est-à-dire 8 secondes et 72 centièmes, et que nous connaissons la vitesse à laquelle il se propage, soit la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, nous pouvons par un calcul simple en déduire la distance qui sépare le récepteur et l'objet. c'est-à-dire 1 350 000 km à peu près. Mais un radar, ce n'est pas seulement cela. C'est aussi mesurer des vitesses. Et pour ça, on va utiliser l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, comment ça fonctionne? Eh bien, imaginez que vous envoyez une onde sur un objet en mouvement. Au moment où l'onde se réfléchit sur l'objet, sa fréquence va être modifiée. Et elle va être modifiée de façon plus ou moins importante en fonction de la vitesse de l'objet. Il est temps de passer à la seconde démonstration de cet exposé. Et tant qu'on en est à parler d'ondes, ha! Ha! Je suis une onde! Prenez place. À vos nappes, Marc. Prêt. Partez. Slow motion! La voiture s'avance vers l'onde. L'onde s'approche de la voiture à la vitesse de la lumière. Elle va toucher la carrosserie. Attention, se réfléchir dessus, mais... L'effet Doppler! L'onde voit sa fréquence augmenter puisque la voiture se rapproche d'elle.
lumière, la longueur d'onde émise, la longueur d'onde reçue que l'on va donc mesurer. Alors, longueur d'onde émise. 3 cm, parfait pour du contrôle routier. Et longueur d'onde reçue. 2,999993 cm. C'est précis. Alors, en entrant la formule avec donc nos données, très précises, nous obtenons 69,4 mètres par seconde. C'est-à-dire une vitesse de 250 km/h pour notre voiture. Intéressant, non? Et si je vous disais qu'il existe des applications encore plus excitantes à l'effet Doppler? Vous me croyez? Merci. Oui. En effet, l'effet Doppler inspire un procédé qui permet, dans certains laboratoires, de refroidir les atomes jusqu'à des températures très faibles, c'est-à-dire 100 à 200 microkelvin. Je pense que c'est une très belle application de notre exposé. Messieurs, dames, je vous remercie pour votre attention. Vous nous avez reconnus? On est Les Power Rangers! Bon, par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est d'où on vient et quel est notre pouvoir. Donc on va vous le montrer avec un petit film. Salut, moi c'est Justin, je suis la lumière. Je n'ai jamais connu l'amour, mais aujourd'hui, je compte me reprendre en main. Oh, charmante! J'arrive, ma jolie. En fait, non. Ça va pas se passer comme tu le penses, mon pauvre. Mais pourquoi ça? Regardez, je me transforme en rayon lumineux. Regarde, je suis un miroir. Écoute-moi bien. Ce qu'il se passe entre nous, c'est le phénomène de réflexion. Lorsqu'un rayon lumineux arrive sur un miroir, comme moi, il sera immédiatement réfléchi avec la même inclinaison que celle avec laquelle il est arrivé. Tu comprends? Je n'arriverai jamais à trouver une âme sœur. Salut Justin! Oh, une autre jolie fille. J'y vais. Je peux traverser la fenêtre car je suis la lumière. Youhou! Laisse-moi être celui qui partage ta vie. J'avance car je suis la lumière. Mais oh, je suis dévié. Ma trajectoire a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui ce mec? Hé hé! J'étais plus rapide que toi. Tu n'avais qu'à prévoir. Tu as oublié de prendre en compte la réfraction. Mais qu'est-ce que c'est encore ce phénomène? Je vais t'expliquer. Lorsqu'un rayon lumineux arrive au contact d'un autre milieu que l'air, dans ton cas l'autre milieu c'est la vitre, sa trajectoire est déviée. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Puis elle reprend sa trajectoire initiale en ressortant. Les angles d'entrée et de sortie sont identiques entre eux, mais différents des angles de réfraction.
Justine, je suis une goutte d'eau. Goutte d'eau, me voilà. Viens à ma rencontre, ça va marcher entre nous. Oh, je me retransforme en rayon lumineux. Regardez, Justine, le rayon blanc, arrive sur la goutte. Cette lumière blanche se décompose alors en différentes couleurs. Chaque couleur est déviée différemment. Puis chaque couleur se réfléchit. Ensuite, elle subit à nouveau une réfraction et ressort enfin. C'est ainsi que se forment les arcs-en-ciel. Et on observe cet arc-en-ciel à un angle de 41 degrés. Regardez, j'ai enfin trouvé l'âme sœur. Et nous avons même de magnifiques enfants. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça m'émeut toujours un peu les images de notre naissance. Nous, les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vas pas commencer à faire ton fragile, on ne sera plus crédible face à eux après. D'ailleurs, on n'est pas censé être accompagné de notre sœur Ranger Rose. Mais où est Ranger Rose? Tu sais bien qu'elle veut plus nous parler depuis qu'elle a appris que c'est pas notre sœur biologique. Ah bon? Ah mais t'es toujours le dernier au courant, toi. T'es vraiment une couleur secondaire. Oh, enfin, mais maintenant. Non mais, surveille ton vocabulaire s'il te plaît. Ranger jaune, réfléchis un peu. Est-ce que tu as déjà vu du rose dans l'arc-en-ciel? Ah non. Et vous, le public, est-ce que vous avez déjà vu du rose dans l'arc-en-ciel? Attention, j'ai bien dit, du rose dans l'arc-en-ciel. Non. Le rose est un mélange de couleurs, le rouge et le bleu. Oui, mais moi aussi je suis un mélange de couleurs, du rouge et du vert, et j'apparais bien dans l'arc-en-ciel et pas le rose. Non mais ça, c'est parce que t'as pas bien compris le concept de couleur. C'est l'œil humain qui voit les couleurs. Mais en vrai, en physique, on est des ondes. On est tous caractérisés par une longueur d'onde. Dans le cas du jaune, un mélange de rouge et de vert. Le rouge est à 650 nanomètres, le vert 550 nanomètres, et c'est pour passer d'une longueur d'onde à une autre qu'on atteint une longueur d'onde intermédiaire, le 600 nanomètres. Donc on voit du jaune. Ah. Alors que pour le rose, ce n'est pas possible, puisque c'est un mélange entre le bleu et le rouge. Or le bleu est à 450 nanomètres, alors que le rouge est à 650 nanomètres. De plus, sur l'arc-en-ciel, on voit très bien que le bleu et le rouge sont à l'opposé de l'arc-en-ciel. Le rose existe bien dans la vie quotidienne. Cependant, il ne pourra jamais exister sur l'arc-en-ciel. Ouais, c'est bien joli tout ça, donc la lumière blanche ne sert qu'à expliquer l'arc... ne sert qu'à faire joli dans l'arc-en-ciel. Bien sûr que non, t'as encore rien compris. Il y a des multiples applications en spectroscopie dans la physique moderne. Mais oui, on l'utilise pour connaître la composition de l'atmosphère d'une planète, ou alors on l'utilise en chimie. Il y a plein de domaines de physique moderne où on utilise la spectroscopie. Ah, mais c'est pour ça que Thanos veut notre pierre de lumière. C'est ça. Car elle donne accès à plein de domaines physiques différents. Et oui, parce que notre force, c'est la... Pierre de lumière! Oui, je suis le surfeur d'argent. Et grâce à la pierre de la dualité, mon corpuscule, eh bien la Gold Coast n'a plus de secret pour moi. Je surfe même sur des ondes. Vous avez envie de me comprendre, hein? Eh bien, suivez-moi, je prends ma planche de surf et on rejoint Christine et son émission. Wouh! Quel transport! Quelle énergie! Mesdames et messieurs, bonsoir! Bienvenue dans notre émission. Hein, pour l'instant, c'est tous pour moi! Le principe de notre émission est simple. Chaque semaine, nous recevons l'appel à l'aide d'un physicien théoricien qui n'a pas d'expérience pour valider sa théorie. C'est pas de chance pour lui, hein? Donc nous nous efforçons de trouver un expérimentateur capable de valider sa théorie. La semaine dernière, nous avons eu affaire à Albert Einstein. Et cette semaine, nous avons Louis de Broglie, le prince Louis de Broglie de France.
Louis de Broglie, vous me recevez? Bonjour Christine, bonjour chers auditeurs. Je m'adresse à vous aujourd'hui car j'ai besoin de votre soutien. J'ai assisté récemment à une conférence donnée par M. Albert Einstein, lors de laquelle il a présenté la théorie suivante. Une onde lumineuse pourrait, en certaines circonstances, se comporter comme un ensemble de particules. En entendant cela, j'ai subitement eu l'idée suivante. Si l'on peut, à une onde lumineuse, associer des particules, pourquoi ne pas associer à chaque particule une onde? Mais une particule et une onde, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? En effet, une onde et une particule ont tout de même quelque chose en commun. Elles se propagent toutes les deux à une certaine vitesse. Et dans ma formule, j'ai réussi à relier, grâce à cette vitesse, une caractéristique propre à la particule et une caractéristique propre à l'onde. Voici ma formule. Regardez, le h ici est une constante que je dois à mon ami Max Planck. Ici, nous avons la vitesse de l'onde et de la particule. Le m ici, c'est la masse, qui est la propriété de la particule. Et le lambda ici, c'est la longueur d'onde, la propriété caractéristique de l'onde. Car si nous revenons à mon dessin, vous pouvez voir que l'onde est en fait constituée d'un motif qui se répète à intervalles réguliers. Et la distance entre deux points qui se répètent, c'est la longueur d'onde. Si je puis me le permettre, ma formule est passionnante, car elle prédit quelque chose de fantastique. Pour des particules très légères, donc de très faible masse, la longueur d'onde sera suffisamment grande pour être mesurée. Et alors, un électron par exemple, en vérité ne se déplacerait pas de manière rectiligne comme une particule, comme nous le pensions jusqu'à maintenant, mais de manière ondulatoire et pourrait par exemple se diffracter, comme une vague entrant dans une baie. Hélas, toute cette théorie est sans valeur si elle n'est pas prouvée par une expérience. Et c'est pour cela que je m'adresse à vous, chers auditeurs, afin que vous m'aidiez à trouver des expérimentateurs qui seraient prêts à faire avec moi le chemin qui mène de la théorie vers la réalité. Merci Christine. Merci Louis de Broglie. On peut l'applaudir. Excusez-moi, oui. On vient de me dire que nous avons trouvé deux expérimentateurs américains. Il s'agit de Davison et un certain Lester Germer. Essayons de les retrouver. Messieurs, vous nous entendez? J'aimerais beaucoup aider ce français, un certain certain Louis de Broglie. Qu'en dites-vous, Germer? Très bonne idée, Davison. Eh bien, je vais me replonger dans notre expérience. Nous avons notre canon à électrons, notre faisceau à électrons qui va percuter notre cible métallique de nickel, notre détecteur qui évolue sur un arc métallique et qui va détecter les électrons. Eh bien, tout me semble bon, hein. En bon chercheur que nous sommes, nous allons relancer l'expérience. Très bien. Je me tiens prêt. Canon à électrons. Ok. Cible en nickel. Ok. Détecteur. Ok. Très bien. Je m'apprête à bombarder la cible en nickel avec le faisceau à électrons. Très bien. 46, 62, 28, 8, 2, 42, 23, 36. Germer, je vous fais confiance, vous avez tout pris, toutes les valeurs. Oui, j'ai tout. Alors, qu'obtenons-nous? La même chose. Depuis 5 ans, toujours la même chose. Les électrons sont émis dans des directions totalement aléatoires. Cela ne valide pas du tout la théorie de ce de Broglie. Messieurs? Messieurs? Nous sommes filmés. Bonjour Christine. Bonjour messieurs. Alors, des nouvelles? Eh bien, rien de vraiment concluant. Nous venons de faire l'expérience, mais rien de bien nouveau, malheureusement, pour ce cher de Broglie. La transition est coupée. Merci. Nous avons eu un petit problème technique au laboratoire. 5 ans de travaux. 5 ans. Non, mais rien de bien grave. Une bouteille d'air liquide vient d'exploser. Mais c'est rien, hein, Christine. On va tout nettoyer, on va tout ranger, et puis nous vous recontacterons dans 2-3 ans. 2-3 semaines? Non. Soyons bien clairs sur notre expérience, Germer. Nous avons donc bombardé des électrons sur un échantillon de nickel. Qui, suite à la chaleur de l'explosion, s'est transformé en cristal. Regardez cette structure régulière. Bien, notre détecteur a détecté des électrons dans des directions privilégiées, et non plus aléatoires comme avant. Mais c'est logique. Logique Un électron peut passer à travers les mailles du cristal sans être lié, ou rebondir sur un des atomes du sommet. Très bien, mais nos mesures, nos mesures ici, ces 3 kicks, qui correspondent à un nombre plus élevé d'électrons détectés par notre détecteur. Ce que vous venez de me dire, c'est incompréhensible. Louis de Broglie. Bonjour, chers collègues. Davison. J'ai entendu parler de vos expériences. Pourrais-je y jeter un coup d'œil? Bien sûr, je vous en prie. Merci. Mais c'était exactement ça. Exactement quoi? Vous venez de prouver ma théorie.
D'accord. Vous n'avez pas compris? Bien non. C'est très simple. Le réseau cristallin permet la diffraction de l'électron, ce qui prouve que l'électron peut se comporter comme une onde. Et ces pics ici sont dus à une interférence constructive des ondes de l'électron. J'ai compris. J'en meurs. Quand on a un pic, c'est que deux ondes se superposent, et sinon, c'est que deux ondes s'annulent. Chapeau bas, monsieur. Un grand avenir nous attend. Merci, Louis de Roy. Schrödinger? Pas si vite, l'ami, vous manque l'essentiel, l'équation de propagation de l'onde. Et je la trouverai, et elle portera mon nom. Allô? Venez voir les gars. Salut les Lapvengers, c'est Elastigirl et mon super pouvoir c'est de transformer les états de la matière. J'aurais un petit service à vous demander. En fait j'aurais besoin d'une nouvelle combinaison, mais pas la même que la dernière fois. Faut vraiment que ce soit super résistant, mais super léger et super confortable. Vous pouvez me faire ça? Oh merci, vous êtes trop mignons. Salut! Ok. Bon, ça c'est une mission pour les Lapvengers. C'est parti? C'est parti. Bon les gars, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette combinaison? Moi j'ai une idée. Je sais exactement. Elle nous a demandé quelque chose de résistant. Donc il faut que ce soit un solide, évidemment. Regardez. Supposons que l'aquarium que j'ai ici est un solide. Et que les balles de ping-pong, vous voyez bien, sont très ordonnées. Et les balles de ping-pong sont les atomes qui le composent. Elles sont hyper ordonnées. Et si elles sont hyper ordonnées, c'est parce qu'elles sont très liées entre elles. Et si elles sont très liées entre elles, c'est notamment grâce à la liaison covalente. Et pour vous expliquer la liaison covalente, je vais avoir besoin de mes deux amis, qui représenteront des atomes neutres. Ces atomes ont beau être neutres, ils ne sont pas stables, et ceci représente un de leurs électrons. Si vous n'êtes pas stable, c'est parce que vous n'avez pas assez d'électrons. Puisque vous n'en avez pas assez, vous allez les partager. Cet électron qui est à toi est dorénavant aussi à lui. Et pareil pour toi, cet électron qui est à toi est dorénavant aussi à elle. Et à vous deux, vous créez une liaison covalente. Et cette liaison est vraiment très et j'arrive pas à la casser. Ceci explique la rigidité des solides. Et ça explique aussi pourquoi l'armure en solide c'est parfait pour Elastigirl. C'est n'importe quoi. C'est trop rigide. Elle pourra pas se déformer dans une telle armure. Il faudrait casser les liaisons. Mais pour casser les liaisons, il suffit d'agiter, de créer de l'agitation thermique. Donc on chauffe. On peut tester. Comment créer de l'agitation thermique? On chauffe. Voilà. Et ce qu'on a fait là, c'était une simulation. Comme vous avez vu, le solide est passé à l'état gazeux. Mais d'accord, mais il se passe quoi dans un gaz? Alors, je vais t'expliquer. Non, c'est... Alors, venez, vous allez être des molécules de gaz. Un gaz, ça occupe tout le volume de l'espace disponible. Donc allez-y, les particules de gaz, courez. Les molécules de gaz se tapent des murs et rebondissent. Il y a quelques interactions entre eux, des interactions de Van der Waals, mais ces interactions, elles sont négligeables tellement l'agitation thermique est énorme. Elles ont une liberté totale de mouvement. Attends. Arrête un peu. T'es en train de me dire que tu l'imagines avec une armure faite dans le gaz? T'es malade? Et quand tu refroidis le gaz, il se passe quoi? Je vais t'expliquer, c'est simple. J'aurais besoin d'une d'un volontaire. Venez avec moi. Attention à des atomes. Hein.
Messieurs, nous allons manipuler ensemble de l'azote liquide à moins 200 degrés Celsius. J'aurai donc besoin que vous portiez des gants ainsi que des lunettes. Pour des mesures de sécurité. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous présenter avec ce jeune homme, heureusement, une expérience qui pourrait s'apparenter à de la magie pour certains d'entre vous, mais qui n'est rien d'autre qu'une simple expérience de physique. Voilà ce que vous allez faire, monsieur. Vous allez plonger ce ballon rempli d'air dans cette cuve remplie d'azote liquide. Allez-y. Ça marche mieux comme ça. Vous voyez, petit à petit, l'air contenu dans le ballon, le volume occupé par le gaz contenu dans le ballon diminue. Ainsi donc, l'air se condense en contact avec l'azote liquide. Si bien que, à la fin, vous voyez, l'air se condense jusqu'à ce que le gaz à l'intérieur disparaisse. Mais c'est énorme! Et passe à l'état liquide. Une liquéfaction. Et inversement, maintenant, lorsqu'on l'air à nouveau en contact avec l'air ambiant, le liquide à l'intérieur du ballon se réchauffe et le gaz reprend forme. C'est incroyable. Ton ballon il est sympa, une combinaison liquide, ils sont comment les atomes? Je vais t'expliquer. En fait, dans le gaz, l'agitation thermique est si forte que les molécules vont dans tous les sens, et les forces de Van der Waals sont négligeables. Tandis que dans le liquide, on ne peut plus négliger ces forces, parce que l'agitation thermique est beaucoup plus faible. Donc, me diras-tu, qu'est-ce que c'est que les forces de Van der Waals? Pour simplifier, disons que vous êtes tous les deux des noyaux atomiques. Vous êtes donc chargés positivement. Et imaginons que vous avez des électrons. Voilà. Le problème, c'est que les électrons ne se répartissent pas de manière uniforme. Ainsi donc, voilà, ça c'est vos électrons. Ainsi donc, il va se créer des régions chargées positivement avec moins d'électrons et d'autres négativement avec plus d'électrons. Si bien que deux atomes à proximité l'un de l'autre dans un liquide peuvent s'attirer comme des aimants. Mais attention, ces liaisons restent moins fortes que dans un solide, si bien qu'elles ont une certaine liberté de se déplacer dans tout le volume de leur contenant. C'est pour ça que ça coule. Exactement. Ok. Alors ça c'est vraiment très très mignon, hein. Mais sérieusement, une armure liquide. Elle vient de le dire, ça coule. T'as pas une autre idée? Donc, solide, ça marche pas. Le gaz, c'est mort et liquide, ça coule. On est foutu là. On n'a pas de combinaison. Tant pis. Moi j'ai bien une idée depuis tout à l'heure, mais vous m'écoutez pas. Regardez, c'est un liquide. Mais pourtant, c'est solide. C'est une blague. Non mais c'est n'importe quoi. C'est un hérétique. Je vous promets que ça marche. Bon, pour les convaincre, je vais avoir besoin d'un assistant qui a l'aide du marteau de Thor va essayer de vaincre la Maïzena. Qui osera? Alors, il va falloir taper dans la Maïzena. Bien au centre. Pas sur le bord. Pas sur le bord. Sinon ça casse. C'est bon, ça l'a dit. C'est pas possible. Dingue. Recommencer? En fait, ça s'appelle un réo épaississant. Un réo épaississant. Regarde, si j'applique une force dessus, hop, j'arrive à faire une boule solide, et pourtant, ça reste liquide. Mais c'est pas possible. Mais attends, mais je comprends pas, c'est quoi ton truc? C'est un liquide ou c'est un solide? C'est un colloïde. Un colloïde. Ok, mais donc, c'est une suspension de particules dans un liquide. Des particules de maïzena dans de l'eau. Entre elles, il y a une force de répulsion. Si j'applique un mouvement lent, voilà, elle se repousse, elle s'évite, et là on a un liquide. Si j'applique un mouvement fort rapide, comme avec le marteau, je les pousse dans le contact, pas le temps de bouger, se régler des frottements et on a un solide. Mais avec le temps, elle se repousse, hein, et donc on a à nouveau un liquide. Donc c'est ça les gars qu'il nous faut. Pour la combinaison pour Elastigirl,
Il nous faut un fluide. Rayon PC100, il résiste au choc, mais il peut se déformer en même temps. Mais c'est génial! On a réussi! On peut dire que c'est une mission réussie pour les Lab Avengers. Enfin, j'ai réussi. Enfin, j'ai réuni les 4 pierres de physique. La pierre de dualité. La pierre de lumière. La pierre de l'effet Doppler. Et la pierre de matière. Ensemble, elles forment les 4 pierres de physique. Et elles me rendent invincible. L'expérience pour fusionner avec leur pouvoir est un petit peu dangereuse, mais elle en vaut la peine. C'est parti. Ça fonctionne! Je ressens leur pouvoir. Je suis invincible! J'ai gagné! Merci à tous, c'était le Orsay Physics Show. Par les étudiants du magistère de l'option vulgarisation. Merci à Julien Beaubrac et Frédéric Coutet, les responsables de l'option. Merci à Chloé pour les photos et vidéos. Merci à l'Institut pour nous avoir fourni le matériel et les salles. Merci à vous. Et merci à vous, cher public. Voilà, c'est tout pour nous. Vous pouvez disposer. Merci encore. Faites attention aux balles de ping-pong en sortant. Il y en a un peu partout. Jump up and down, and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hand on the ground. Take one step left, and one step right. One, two, three, clap your hands twice, and then